Merci Jean-François, on est de retour avec nul autre que Pierre-Paul Bézil de Lacasse et Associés. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, aujourd'hui on a un sujet qui est fort intéressant et j'oserais même dire un sujet qui est d'actualité brûlante. On va parler de fraude et de différents types de fraude peut-être, mais une fraude qui semble ressortir ces temps-ci de votre côté, en tout cas ce que tu me disais tantôt, tu l'as vu passer puis tu le vois passer de temps à autre. C'est des gens des fraudes qui sont liées à la crypto-monnaie. Et là, c'est encore surprenant. Je ne m'attendais pas à entendre ça. Et surtout les montants liés à ces fraudes-là qui occasionnent des visites de ton côté. C'est impressionnant. Ouais, ben c'est une fraude qui me fait penser d'en parler parce que je l'ai revu très dernièrement, là, vraiment pas longtemps avec un client. Et je l'ai vu à quelques reprises dans les derniers mois, dernières semaines. Puis c'est une fraude qui est parlée souvent quand je parle à des intervenants là, qui travaillent avec des gens en dépendance ou autre, ben il y a beaucoup ces gens-là, des fois, vont se faire frauder parce qu'ils cherchent des façons d'aller faire de l'argent. Et donc, c'est une fraude, en fait. Là, ce qui se passe dans ces fraudes-là, on appelle ça des fraudes d'ingénierie sociale. C'est des gens qui vont se servir de la bonne foi, de la gentillesse des gens pour, on va dire, s'incruster dans leur vie, gagner leur confiance, puis aller leur soutirer des sommes. Donc, cette fraude-là en particulier, comment qu'elle marche, puis on pourra en parler de d'autres similaires, c'est des gens qui contactent une personne. Il y a différentes façons. Il y en a qui ça va être une demande, ça commence par une demande d'amitié Facebook. Il y en a que ça commence par un cold call. Là. Ils ont des listes téléphoniques, ils appellent quelqu'un. Et là, ce qu'ils vont faire, ces gens-là, c'est qu'ils vont dire, ah ben oui, je travaille dans le domaine de la crypto, c'est une spécialité, et j'ai vu que tu avais de la crypto à ton nom, et je peux t'aider à la récupérer. Et ça, ben, ce que ça vient stimuler chez les gens, ben, c'est une espèce de gain potentiel, hein, évidemment. Puis il y a des gens, dans les gens que je parle, qui se sont fait frauder de cette façon-là, c'est des gens qui ont déjà obtenu de la crypto. Puis tu sais, si on se rappelle au début, là, la crypto-monnaie, les gens ne savaient pas trop comment ça marchait. Il y a des gens qui ont baigné là-dedans, mais connaissaient pas trop le principe du blockchain et tout ça. Et ce que ça a fait, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu leur clé. Là, quand tu perds ta clé, ton numéro secret, puis tes codes de récupération, quand tu perds ça, ben il n'y a aucune façon de récupérer ton argent. Et là, ben ces gens-là disent, ben oui, il y a des façons de récupérer ça. Je peux vous aider à récupérer. Par contre, fais-moi un dépôt de 200 $. Bon, c'est le genre d'entrée en matière. Okay. Et là, les gens, ben des fois, pour récupérer 20 000, 50 000, tout ça, sont bien prêts à dire, ah ben regarde, même si ça marche pas, 200 $, ça vaut à peine. Et ça commence comme ça, et les gens se font embarquer parce que là, OK, il y a telle affaire, ils reçoivent un rapport, voici le rapport, voici, on voit que l'argent est à ton nom, on a besoin de creuser encore un peu plus. Et là, comme ça, ils vont creuser des sommes. Et j'ai des gens qui se font avoir de cette façon-là et qui se sont endettés grandement sur des cartes de crédit, ont sorti beaucoup de placements. J'en ai même une personne qui a réhypothéqué sa maison. Eh mon Dieu. Pour être capable d'aller chercher de l'argent, pour être capable de sortir, pour aller chercher cette crypto-monnaie-là. Donc, c'est un stratagème. C'est sûr que si vous ou quelqu'un que vous connaissez se fait dire, ben oui, je vais t'aider avec la crypto par quelqu'un qu'on voit pas, qu'on ne connaît pas, qui est pas dans notre pays, ce genre de choses-là, ben c'est certain que c'est pas une bonne façon. Puis d'envoyer de l'argent à ces gens-là, ben c'est une forme de fraude. Eh mon Dieu. Et comment donc, c'est une forme de fraude. Mais là, c'est quelque chose, parce que ces gens-là se ramassent du côté du syndic parce que ils s'enlignent vers soit un recouvrement, de la faillite, quoi que ce soit. Ils sont plus capables de faire face à la réalité, là. Ben oui, c'est des gens qui ont, comme je disais tantôt, des fois, ils ont hypothéqué sur leur maison. Il y en a qui doivent vendre leur maison. Puis il y en a qui n'ont pas nécessairement de maison, mais ils ont mis de l'argent sur des cartes de crédit. Et le problème de ce fraude-là, de ce genre de fraude-là, j'ai des gens aussi qui se sont eux-mêmes fait traiter de fraudeurs. Parce qu'il faut penser que si on demande l'argent des cartes de crédit, on prend cet argent-là, puis on l'envoie à quelqu'un qui est un fraudeur, ben on peut nous-mêmes être accusés de fraude aussi, hein, parce qu'on a participé à un stratagème en étant naïf, en demandant de l'argent à quelqu'un, à une banque, puis de prendre cet argent-là, puis en la versant là d'un autre côté à quelqu'un qui est pas pour des raisons légitimes. Fait que quand on doit cet argent-là, puis qu'après ça on a des problèmes financiers, ben si on fait pas une plainte à la police puis qu'on n'explique pas le stratagème pour se protéger, pour dire que c'est pas nous le fraudeur, ben là on peut avoir d'autres problèmes. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, ben on encourage les gens à faire leur plainte au corps policier pour être capable de démontrer qu'eux autres, ils se sont vraiment fait frauder, là, qu'ils étaient de bonne foi là-dedans, puis ils n'ont jamais eu cet argent-là. Et après ça, ben là, oui, des fois, malheureusement, il faut régler les dettes en utilisant la loi, en utilisant
que ce soit la faillite, la proposition de consommateur, ou des fois, il y a des gens qui ils ont hypothéqué leur maison, eux ne font pas faillite, là, soit ils vendent la maison, ou soit ils continuent de payer leur hypothèque, mais ça fait mal au cœur de payer une hypothèque pendant 25 ans quand on sait que cet argent-là, elle a servi, on a dû la payer à cause de la fraude. Là. Donc, ce qu'il faut faire très attention, c'est que ces gens-là, quand je parlais d'ingénierie sociale tantôt, là, ce type de fraude-là, il y en a une infinité. Okay? C'est infini le nombre de fraudes possibles que les gens vont se faire passer pour quelqu'un, puis ils vont demander de l'argent, puis ils livreront pas le service. Il y en a plein de sortes. On peut pas toutes les couvrir. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est des vendeurs là, incroyables. Là. Ils sont extrêmement charmants. Ils vont être extrêmement patients aussi. Là, on parlait de fraude amoureuse à un moment donné ensemble. Là. Mais des fois, avant de commencer à demander de l'argent aux gens, là, des fois, ils vont jaser pendant 2-3 ans avec ces gens-là. Là. Pour devenir leur ami. Là. C'est très, très long. C'est un stratagème extrêmement complexe qu'ils mettent en place. C'est ça qu'on dit. Là. C'est complexe, c'est brillant. Là. C'est vraiment, c'est pas des gens qui font ça sur le coin d'une table. Là. Donc c'est vraiment des stratagèmes très importants qui leur demandent beaucoup de temps, mais c'est extrêmement lucratif parce qu'il faut penser que nous on paye en dollars canadiens, mais quand c'est converti dans d'autres pays, ça peut donner encore plus d'argent que ça. Donc c'est ça. Ils sont très charmants, ils deviennent amis avec la personne, ça peut débuter de toutes sortes de façons. Donc toutes les communications qu'on a en ligne, à partir du moment où quelqu'un, à quelque part, nous demande d'avoir de l'argent, qu'on l'ait vu en vidéoconférence ou qu'on ait parlé au téléphone ou qu'on ait chatté avec, ce n'est pas une bonne raison d'envoyer de l'argent à quelqu'un. Ce n'est pas notre amoureux, ce n'est pas... Et ça, malheureusement, dans la fraude amoureuse, on le voit beaucoup, les gens sont émotionnellement impactés. On a des clients des fois qui vont même dire oui, j'ai vu sa photo, cette personne-là a joué dans tel téléroman ou puis il envoie des photos des fois de personnes connues là. Des fois c'est même pas subtil là. C'est épouvantable ce qu'on voit. Fait que là, évidemment, je dis ça, il y en a qui vont dire voyons, les gens sont bien naïfs. Oui, il peut y avoir une partie de la population qui a manqué le bateau là, puis qui avait des indices clairs, mais j'en ai déjà décrit quelques-uns de ces stratagèmes-là dans le passé en nos discussions ensemble, puis c'est pas juste des gens naïfs qui se font avoir là-dedans. Là. Il y a des gens très intelligents, puis avec des bons travails, puis une famille et tout, qui finalement vont même finir par se divorcer de leur partenaire depuis 25 ans parce qu'ils tombent en amour avec quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré. Là. Donc ça va très loin. Hey, c'est impressionnant quand même ce qu'on dit là. Et là, contrairement à quand on se fait frauder directement sur notre carte de crédit, dans ce cas-ci, c'est nous qui donnons l'argent. Donc, il n'y aura aucun recours à ce niveau-là. Hein? Exactement. Oui, il y a des recours dans le sens qu'on peut faire des plaintes, mais de revoir cet argent-là, personnellement, je n'ai jamais vu personne qui était capable de récupérer cet argent-là. Ce qu'on essaye de faire en premier quand on rencontre des gens dans cette situation-là, c'est de stopper l'hémorragie. C'est qu'ils comprennent ces gens-là qui ont affaire à des fraudeurs. Et ça a l'air facile comme ça, là, mais c'est très difficile. Des fois, les intervenants sont là, on est là. Des fois, les corps policiers sont impliqués. La famille de la personne est impliquée, puis tout le monde ensemble, on réussit pas à ce que la personne décroche et comprenne que c'est une fraude, puis que c'est pas une vraie personne qui est tombée en amour. Là. Et là, je dis en amour, mais des fois, c'est de l'amitié, puis des fois, c'est juste de la confiance extrême, parce que c'est pas une question de fraude amoureuse nécessairement, mais c'est impressionnant comment les gens réussissent à rentrer dans la tête de la personne. Puis on sait que ça existe là. On sait un peu que l'hypnose c'est quelque chose qui peut fonctionner. Il y a plein de façons de pouvoir entrer dans la tête des gens. Puis il y en a qui en sont experts puis qui vont utiliser ça de façon machiavélique, on va dire ça comme ça. Mais faut être extrêmement vigilant. Puis faut faire confiance ou donner de l'argent à des gens qu'on voit en personne, pas envoyer ça dans des comptes qu'on ne sait pas d'où c'est que ça provient, parce que c'est excessivement risqué que ce soit de la fraude. Le bon vieux truc qu'on disait avant, prenez le numéro de téléphone, appelez ces gens-là. S'ils font partie d'une compagnie, contactez cette compagnie-là, essayez de vous informer exactement à qui vous avez affaire et essayez de les contacter vous-même plutôt que les autres vous contactent. Est-ce que c'est encore viable ou ils sont tellement bien organisés qu'ils sont capables de simuler l'équivalent d'une firme qui pourrait faire la même job que les autres font? C'est viable pour des entreprises très, très connues comme une banque, exemple. Ouais. Et donc ça, c'est viable. Quelqu'un nous appelle représentant d'une banque ou représentant du gouvernement. On lui dit « Parfait, je vais te rappeler. Dans quel département acté? » On lui demande pas évidemment son numéro de téléphone. Hein, on doit le trouver nous-mêmes là, sur Internet. Donc ça, c'est une méthode qui peut marcher. Mais tu sais, dans le cas de la fameuse crypto qu'on parlait tantôt, c'est des compagnies qu'on connaît pas. Là, tu sais, c'est pas des compagnies qu'on connaît. C'est des compagnies qui ont des noms.
des noms pour donner confiance. Déjà là, si vous voyez une compagnie qui a un nom pour donner confiance, là, en partant, ça risque d'être de la fraude. Là. Tu sais, une compagnie qui s'appelle du genre Bon Crypto ou Retrouvez votre crypto. C'est des compagnies qui s'appellent comme ça. Là, tu sais. Soyons vigilants, on va dire ça comme ça. Puis ils utilisent toutes sortes de trucs. Hein, et ils vont s'attaquer beaucoup à des personnes plus vulnérables aussi. Mais vulnérables, je veux pas dire qui sont nécessairement faibles dans la vie. Je veux dire qu'ils sont des fois isolés. Des fois, des gens qui ont le fait de passer 1 heure au téléphone, eux, là, ça va être beaucoup parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis ou ils n'ont pas de famille proche ou ils voient pas personne. Fait que cette vulnérabilité-là que ça rouvre une porte pour ces fraudeurs-là. Des fois, ils vont même aller, avec le temps, à isoler, à créer de la méfiance envers les autres personnes autour pour isoler la personne. Puis une fois qu'une personne est isolée, ben, elle est beaucoup plus faible, beaucoup plus facile à manipuler. Donc, il y a il y a beaucoup de stratégies très, très machiavéliques là-dedans. Et il faut juste être vigilant. Si on a des doutes, faut en parler à des gens de notre entourage. Faut pas hésiter de poser des questions. Est-ce que les autres trouvent que ça a de l'allure? Est-ce que ça n'a pas d'allure? Tu sais, des fois, on est trop pris dans le problème, puis on voit juste l'arbre, on voit pas la forêt. Donc, il faut des fois prendre un pas de recul pour voir ça a-tu de l'allure. Puis quelque chose qui est trop beau pour être vrai, là, règle générale, c'est trop beau pour être vrai. Ça, c'est la règle de base. On reste accroché avec cette réalité-là. Puis pourtant, quand on est dedans, effectivement, on ne voit que l'arbre et la forêt. On n'est pas capable de prendre le pas de recul. La crypto-monnaie, ça me surprend parce qu'on contrairement à l'argent ou les cartes de crédit qu'on a, il semble y avoir aucune règle comme telle pour reprendre le contrôle de sa crypto lorsqu'on le perd. C'est ce qui me semble saisir dans ce qu'on dit. Ben, c'est parce que c'est quelque chose qui est tellement bien sécurisé que pour que quelque chose soit sécurisé, ben il faut pas que quelqu'un puisse prendre l'accès. Tu sais, les banques ou les gouvernements, il y a quelqu'un quelque part qui a un accès qui est capable d'aller chercher en arrière. Donc ça fait que c'est moins sécuritaire que la crypto. La crypto, c'est ton code qui rouvre. Il y a personne qui peut te l'enlever, qui peut te le transférer. Donc, mais l'inverse de ça, c'est que c'est pas possible de récupérer si tu perds ta clé. Tu sais, c'est un petit peu si t'as une maison est à toi, mais t'as aucune façon. Tu sais, t'as la clé, mais tu peux pas faire de double, tu peux pas venir faire de serrurier parce qu'un serrurier là, s'il veut rentrer chez vous, lui, il peut rentrer chez vous. Là. Il y a des outils pour rentrer dans n'importe quelle maison. Oui. Donc, ça donne il y a un accès à quelqu'un qui devrait pas l'avoir. Tu sais, c'est ça que c'est en fait là. Donc, c'est un peu le même principe. On se retrouve dans une situation où il y en a pas de serrurier. Là. Fait que t'es mieux de pas perdre ta clé. Faut être prudent avec la clé, effectivement. Pierre-Paul, on est déjà rendu à notre temps. Il faut donner les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher. Oui, les gens peuvent nous rejoindre au 1-844-LACASSE, 1-844-522-2773. Les gens peuvent nous écrire au info@commercial-lacassesyndic.com. Ils peuvent aller sur notre Facebook ou notre LinkedIn, Lacasse et Associés. Encore une fois, Pierre-Paul, ce fut extrêmement intéressant comme sujet. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et on va parler encore une fois finances et d'aider les gens alentour. Alors, un gros merci de le faire avec nous autres. C'est vraiment très apprécié. Bien, merci, Denis.